Les dommages collatéraux au cœur de la ville-abri sont de taille, la réorganisation l'est tout autant. Mais quand sphère privée et sphère publique se rencontrent, que se passe-t-il au cœur de cette union ? Luciana, tu veux bien aller ouvrir à Lucas, s'il te plaît ? C'est une première. Première transposition des laboratoires de l'Institut, première découpe dans l'ADN, première visite de Lucas chez Claire et Luciana, symbole d'une première incursion de la sphère professionnelle dans la sphère personnelle. Tant pis, ou peut-être tant mieux, mais c'est le prix à payer pour avoir saccagé la ville-abri. Merci de nous avoir rejointes. Installe-toi, je t'en prie. Tu veux un café ? Chiara et Noah ont déjà refermé autour d'eux une enceinte d'à peine 2 mètres cubes. Elle trône dans le séjour et attise la curiosité de l'étudiant. Sa directrice de recherche lui assure qu'il y a plus d'espace à l'intérieur qu'il n'y paraît. Une enceinte d'ondes photoélectriques, opaques et impénétrables, qui restera en l'état tant que les deux jeunes n'auront pas inversé le programme de temporisation et de spatialisation. Leur mère s'apprête à en faire de même, avec l'aide de leur nouvel hôte. Les 3 scientifiques effectuent des opérations de synchronisation via le système géodésique mondial. 20 mètres carrés, c'est le choix final pour lequel ils ont opté, ceux du laboratoire de Chiara. Claire a opté de son côté pour une réduction de son poste de travail à son matériel d'information, question de simplicité. L'enceinte dans laquelle ils sont tous 3 temporairement enfermés ressemble à un cube vu de l'extérieur. Mais le halo de lumière éblouissante à l'intérieur laisse peu à peu place à l'image des mobiliers, arrivant tels qu'ils sont disposés dans leur état initial, tels qu'ils ont été localisés au préalable, et c'est finalement l'espace tout entier du laboratoire qui se reconstitue. La barre d'état défilante indique que le processus est en cours. Lorsque celui-ci arrive à terme, Luciana ferme le programme et chacun prend place autour de la paillasse pour ouvrir les fichiers de données en cours. Luciana, tu as pu isoler une séquence codante de la peau ? Oui. Tu as travaillé sur ton échantillon, sur celui de Lucas ? Celui de Lucas. Et où en est-on de la séquence d'appariement ? C'est à voir selon la puissance requise, précise Lucas. Luciana, j'aurais besoin de savoir où la molécule d'hydrogène est présente dans l'ADN. Partout, c'est elle qui fait le lien entre les hélices et les bases. Parfait. Dans ce cas, on peut choisir d'encoder les capteurs sur n'importe quelle base. L'accroche à l'ADN se fera de toute façon en appariant le carbone à l'hydrogène. Et vous pensez qu'il serait possible de déterminer une séquence codante, disons, universelle, qui nous permette un encodage sériel ? Tu sais, le génome varie peu d'un individu à un autre. Les modifications concernent à peine 1% des séquences. Et les capteurs, à quoi ressemblent-ils ? À des nanotubes de carbone. Un feuillet de graphène enroulé sur lui-même. Tiens, regarde. On va voir si les tubes peuvent être ajustés à la dimension d'une base nucléique ou s'ils remplacent intégralement une paire. Et quel intérêt y aurait-il à remplacer une paire plutôt qu'une base ? Si on veut obtenir une conductivité parfaite, il faut soigner les contacts tubes ADN. Du coup, il vaut tellement mieux remplacer une paire pour éviter de multiplier les contacts. Si on veut obtenir une conductivité parfaite, il faut soigner les contacts tubes ADN. Du coup, il vaut certainement mieux remplacer une paire pour éviter de multiplier les contacts. Quel est le potentiel d'un capteur ? Ils ont une densité surfacique d'1 milliard d'ampères au centimètre carré. C'est une donnée qui peut nous orienter dans le choix du nombre d'encodages, puis du pliage aussi. Et autre chose à savoir, ces tubes développent leur pleine capacité lorsqu'on modifie la position de la charge dans la cellule, en les mettant en mouvement. Tu veux dire que l'application de la toile serait plus intéressante en vêtements qu'en mobilier ou en construction ? Oui et non. En construction ou en génie civil, il faut se focaliser sur la dynamique des composants, des matériaux, mais sans écarter pour autant la dynamique de l'installation elle-même. Un immobilier mobile. Claire réfléchit un instant. C'est une option à ne pas négliger, mais pas dans l'immédiat. On va s'attacher à la toile vestimentaire pour le moment, une échelle après l'autre. Tiens, à ce propos, continue-t-elle en ouvrant sur son écran le dessin des motifs proposés la veille, est-ce que ça vous semble mécaniquement réalisable et stable ? Lucas et Luciana observent la modélisation. Luciana imagine en parallèle une séquence source, ou disons une séquence souche, apte à réaliser ce motif. Lucas imagine quant à lui un encodage reproductible en boucle et à l'infini, qu'il formalise en ces termes.
Il faut que je vérifie auprès de Fabien, mais les capteurs devraient être capables en même temps que les cellules organiques de s'auto-répliquer. Pardon ? Lance Claire. Et qu'est-ce qui te permet d'affirmer ça ? Rien encore, pour le moment, c'est bien pour ça que j'évoque le nom de Fabien. Tu te rends compte ? Non mais vous vous rendez compte de cette probabilité ? C'est digne d'un vieux film de science-fiction. Pas de mon vivant, en tout cas. Avec Ori, on s'est toujours opposé à cette direction et je continuerai à le faire aussi longtemps que je respire. Luciana, dans un effort de consensualisation, tente de la rassurer du mieux qu'elle peut sur la probabilité et par extension sur la non-probabilité, sur l'hypothèse et sur sa vérification, sur l'erreur scientifique toujours possible, bref, sur tout ce qui va pouvoir contredire les propos de Lucas. Claire contient sa colère en les invitant à poursuivre. On pourrait commencer les premiers tests ici et maintenant. Luciana, est-ce que tu as suffisamment de matière en culture ? Oui. Lucas, est-ce que tu as apporté des tubes de graphène, d'Elecom ? Comment dire ? Je crois qu'ils sont restés au labo. Et en parlant de labo, il faudrait que je prévienne Wedelsborg et Fabien de notre absence. J'en profiterai pour leur demander la localisation des tubes. J'irai les voir tout à l'heure si tu veux. Non, c'est à moi de leur dire, Lucas. J'ai pas le choix, précise-t-elle en entamant un message écrit à l'intention de ses homologues. Oh, et puis non, je les appelle. J'espère qu'ils comprendront, sinon vous continuerez sans moi à l'Institut. Ils savent déjà. Claire observe son jeune binôme avec le regard d'un enfant qui vient de se prendre une rouste sans comprendre pourquoi ni comment. Sans plus de tumulte, elle leur appelle à l'ordre. Les nouvelles vont vite à ce que je vois. Je sais où sont les tubes aussi, on peut les transposer. Pause. Claire se pose au milieu de son trinôme et soupire. Muette, elle réinvestit ses outils et ses pensées. Silence. Elle tente à Luciana le masque optique pour les premiers tests grandeur nature. Le temps n'a plus de prise. Sur son optique, Luciana règle l'échelle d'exploration, nanomètre. Puis, elle chausse le masque pour en régler la focale et se déplacer vers les échantillons. Elle oublie le temps d'adaptation nécessaire entre les deux échelles d'espace, 10 puissance 7 fois supérieure. La généticienne se cogne dans son tabouret et manque de tomber. In extremis, Claire la retient de la main droite, tandis que Lucas termine la chaîne en saisissant la main gauche de Claire. Cet incident aura suffi à alléger définitivement l'ambiance. Luciana retrouve elle aussi son calme, l'assise de son tabouret haut et une stabilité certaine. Tandis que Claire aimerait retrouver sa main que Lucas n'a pas encore lâchée. Elle peine pour sa part à se recentrer. Elle voudrait serrer sa main plus fort, sentir son énergie l'envahir doucement, depuis le bras, remonter jusqu'à la poitrine, jusqu'au plexus, et irradier l'intégralité de ses circuits nerveux. Alors, elle la serre légèrement, puis détend les doigts, phalange après phalange, et laisse glisser sa paume de la sienne. 30, 40 secondes en suspension, des années pour Claire, de celle qui la sépare d'Orier. Les couloirs du département d'Elecom sont inhabituellement bondés. Le terme est malgré tout relatif entre un habituellement vide et un anormalement occupé. À se demander si une alerte est de nouveau en cours. Mais non, juste une fin de semaine à l'Institut où tous les chercheurs, étudiants comme professeurs, sont massivement présents et massivement mobiles aussi. Comme Lucas qui croise en route Wedelsborg, échange de salutations respectueuses, leurs pas les amènent dans la même direction. Fabien accueille de façon inhabituelle Lucas. Qu'y a-t-il de si important qui justifie une réunion extraordinaire ? Cette question restera en suspens. Encore des politesses, des tours autour du pot, des questions connexes pour en arriver à la raison de cette invitation. Je voudrais vous présenter Jacques SDA, le superviseur du projet pour la coalition. Lucas, déjà impressionné par la stature et le charisme de Wedelsborg, se mure un instant dans le mutisme. Wedelsborg l'en sort en le félicitant de son adaptabilité, en référence à leur avancement grâce au laboratoire transposé, une première osée certes, mais renouvelable à l'évidence. L'élan dithyrambique est coupé par l'arrivée du superviseur, impressionnant lui aussi, grand, émacié, les cheveux gris et le regard bleu loup perçant. Le jeune homme prend conscience de l'ampleur de la matinée et prend désormais chaque parole à la mesure d'une consigne. La coalition a une proposition à lui faire. Un projet parallèle et pour l'instant confidentiel. Il campe encore un tant soit peu sur ses positions.
un projet non officiel dans lequel il pourrait exceller. Il demande des précisions. Eh bien, poursuit le superviseur, nous allons plus loin que la toile actuelle. Disons plutôt que la toile sur laquelle vous avancez avec Verbruge est le degré zéro d'une application terrestre. En parallèle, nous travaillons au degré supérieur au développement d'une plateforme de production énergétique. Vous êtes alpiniste, je me trompe, poursuit Wedelsborg. Vous ne vous trompez pas. Cette plateforme est en altitude et vous êtes un des rares à pouvoir y accéder. Lucas intègre les informations lui arrivant comme des projectiles de part en part. Il hoche la tête, puis finit par retourner la main gauche, le pouce tendu vers l'extérieur, semblant signifier un accord de principe. Et mon engagement consisterait en quoi ? À vous prêter à quelques tests en chambre hypoxique dans un premier temps, puis à des tests d'intégration des capteurs ensuite. Lucas se tait. Personne ne pense alors à rompre ce silence, jusqu'à ce qu'il s'informe des risques. Aucun, le rassure le professeur, ou s'il devait se produire quoi que ce soit, les capteurs seraient immédiatement retirés. Lucas réfléchit encore, coincé entre un Wedelsborg hiératique et un SDA guère plus empathique. Il soupèse leurs propositions et tout ce qu'elle engage de potentiel comme d'abandon. Il ne peut s'empêcher de penser à Claire. Alors il insiste. Et si pour quelque raison que ce soit, je devais vous joindre, s'il devait y avoir un quelconque problème, qui serait apte à déconnecter les capteurs de mon système ? Nous tous ici réunis, insiste SDA. Lucas ne s'explique pas pourquoi tout se bouscule dans sa tête en cet instant précis et pourquoi Claire se fait si présente en pensée. Il ne peut s'empêcher de leur demander ce qu'il en est du projet, de l'actuel, entre guillemets terrestre comme ils disent. Claire n'est pas au courant de ce parallèle. Elle s'est toujours farouchement opposée aux appariements in vivo, mais le développement qu'elle poursuit avec son trinôme est fondamental pour la recherche globale. Lucas comprend que son engagement parallèle va lui réclamer un effort de partition, de cloisonnement, entre les programmes pour commencer. Assez vite, il faudrait opérer une autre partition, dans le cerveau cette fois-ci. Et il comprend qu'entre ces cloisons, il ne doit y avoir aucun pont, aucun filtre, et que le gardien de cette étanchéité, c'est lui, et lui seul.